Il a façonné une dictature implacable. Désormais, il libère sa fureur sur le monde. Son nom, Adolf Hitler. Ses armées, blindés, bombardiers, divisions prêtes à déferler. Son objectif, conquérir, soumettre, anéantir. Chaque offensive écrase des nations entières. Chaque bataille emporte des millions de vies. Voici l'histoire de son règne et de la guerre totale qu'il a déclenchée. Les blindés allemands franchissent la frontière polonaise. Les Stukas plongent en hurlant. La guerre éclair vient de naître. Depuis des mois, Hitler parle du couloir de Danzig, du droit du Reich. Derrière ces formules, une obsession, abattre la Pologne. Première étape vers son empire à l'Est. La Wehrmacht avance à une vitesse foudroyante. Chars, infanterie mécanisée, aviation. Un ouragan moderne s'abat sur une armée figée dans l'ancien monde. Les cavaliers polonais chargent parfois contre l'acier des blindés. Varsovie est bombardée. En 3 semaines, la Pologne est brisée. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent bien la guerre. Mais à l'ouest, rien ne bouge. Derrière la ligne Maginot, des millions de soldats attendent. C'est la drôle de guerre. Le 17 septembre, Staline frappe à son tour. L'armée rouge franchit la frontière orientale. Tandis que les Polonais luttent encore contre l'Allemagne, le coup de poignard soviétique tombe dans le dos. La carte secrète du pacte germano-soviétique s'accomplit. Varsovie est encerclée. La Pologne est rayée de la carte. Mais derrière l'armée allemande, les SS suivent. Les élites polonaises sont arrêtées, exécutées. Les Juifs sont exclus, regroupés, enfermés dans les premiers ghettos, comme à Łódź en 1940, puis à Varsovie, le plus grand d'Europe. La guerre n'est pas seulement militaire, elle devient aussi une guerre raciale. Pour Hitler, c'est une victoire éclatante. Il a osé défier l'Europe, déclencher la guerre mondiale, et déjà, il savoure son premier triomphe. L'Europe retient son souffle. À l'ouest, les armées françaises et britanniques restent figées derrière leurs fortifications. Un hiver d'attente s'installe, tandis que Hitler ricane. À ses yeux, ce sont des adversaires faibles, paralysés, incapables d'oser. Au printemps, il frappe. En un jour, le Danemark s'effondre. En quelques semaines, la Norvège est conquise. Ports, aérodromes, routes maritimes, tout le nord tombe sous contrôle allemand. Mais le coup de maître vient en mai. Hitler lance l'assaut contre l'ouest. Les divisions blindées de Guderian percent à travers les Ardennes, là où les généraux français pensaient tout passage impossible. La 7e Panzer-Division de Rommel fonce à une vitesse telle qu'on la surnomme la division fantôme. En quelques jours, les lignes alliées sont brisées. En un éclair, la carte de l'Europe se transforme. Le Luxembourg est balayé, les Pays-Bas capitulent, la Belgique s'effondre, l'armée française est coupée en deux. À Dunkerque, des centaines de milliers de soldats britanniques et français fuient par la mer. Hitler, sûr de sa victoire, suspend l'assaut. Il veut humilier ses adversaires, les laisser partir, convaincu qu'ils ne reviendront jamais. En juin, les troupes allemandes défilent sur les Champs-Élysées. Paris est tombé. En 6 semaines, la France, puissance de Versailles, est écrasée. L'armistice signé en juin 1940 partage le pays en deux. Au nord, la zone occupée vit sous l'autorité directe de la Wehrmacht et de la Gestapo. Au sud, le régime de Vichy dirigé par Pétain collabore avec l'occupant. La France est mise au pas. Les usines et les récoltes sont pillées pour alimenter l'effort de guerre allemand. La population vit sous rationnement, sous surveillance, sous peur. Dès 1940, des lois antisémites frappent les Juifs. Exclusion, spoliation, arrestation. En mai 1941, la rafle du billet vert frappe Paris. Des milliers d'hommes convoqués, arrêtés, envoyés dans les camps du Loiret. C'est la première grande rafle en France. Face à cette domination, une résistance encore fragile commence à se former. Réseaux clandestins, actes isolés, une lutte en devenir. Pour Hitler, c'est une revanche historique. L'ancien caporal de 1918, marqué par la défaite, est désormais le maître du continent. Mais derrière la gloire militaire, un empire d'occupation prend forme.
À l'Est comme à l'Ouest, la terreur nazie s'impose. Hitler n'est plus seulement un conquérant. Il devient l'architecte d'un ordre nouveau, imposé par la force et par la peur. En 1940, Hitler est au sommet de sa puissance. Mais pour lui, la France écrasée n'est qu'une étape. Son véritable ennemi est ailleurs, à l'Est. Mars 1941. À Belgrade, un coup d'État renverse le gouvernement pro-allemand. Hitler est furieux. Pour lui, la Yougoslavie a trahi le Reich. Le 6 avril 1941, la Wehrmacht envahit la Yougoslavie et la Grèce. En 10 jours, l'armée yougoslave est balayée. La Grèce, déjà épuisée par la guerre contre l'Italie, tombe à son tour. La Yougoslavie est démembrée. La Croatie devient un État fantoche. La Serbie passe sous occupation allemande. Le reste est partagé entre l'Italie, la Hongrie et la Bulgarie. Mais ce détour dans les Balkans a un coût. Les divisions de la Wehrmacht sont détournées de leur véritable objectif. Hitler voulait frapper vite, au printemps. Il devra attendre le début de l'été. L'opération Barbarossa commence. 3 millions de soldats, des milliers de chars et d'avions lancés à l'assaut de l'Union soviétique. C'est l'invasion la plus gigantesque de l'histoire. De la Baltique à la mer Noire, sur plus de 1600 km de front, la Wehrmacht déferle. Au nord, l'armée de Libye marche vers Leningrad. Au sud, Rundstedt fonce sur l'Ukraine, grenier à blé convoité. Et au centre, von Bock conduit l'assaut vers Moscou. Hitler est persuadé que l'URSS est un colosse aux pieds d'argile. Mais ce n'est pas une guerre comme les autres. C'est une croisade idéologique. Détruire le bolchevisme, conquérir l'espace vital, exterminer les Juifs. Dès l'origine, la guerre devient une entreprise d'anéantissement. Au début, le succès est foudroyant. Minsk, puis Smolensk tombent en quelques semaines. Les panzers encerclent des armées entières. Plus de 3 millions de prisonniers soviétiques sont capturés en 1941. Entassés dans des camps de fortune, sans vivres ni abri, la plupart mourront de faim et de froid. Derrière la Wehrmacht, les commandos SS, les Einsatzgruppen, suivent de près. Leurs ordres sont clairs: tuer les commissaires politiques, liquider les élites, massacrer les Juifs. À l'automne, dans le ravin de Babi Yar, près de Kiev, plus de 33 000 hommes, femmes et enfants sont fusillés en 2 jours. La guerre devient un crime de masse. Pendant ce temps, Leningrad est assiégé, Kiev tombe, et à l'automne, Moscou semble à portée de main. Mais un homme s'impose, le général Zhukov. Il organise la défense acharnée de la capitale. Et lorsque l'hiver s'abat sur les soldats allemands mal équipés, il lance la contre-offensive. Aux portes de Moscou, l'élan de la Wehrmacht se brise. Hitler est furieux. Il limoge ses généraux et prend lui-même le commandement suprême. Désormais, toutes les décisions passent par lui. La guerre qu'il rêvait rapide devient un conflit sans fin. Une guerre d'usure, une guerre d'extermination, une guerre sans retour. Janvier 1942. Dans une villa paisible de Wannsee, 15 hauts dignitaires nazis se réunissent. En moins de 2 heures, la solution finale est décidée. Hitler n'est pas présent, mais sa volonté guide chaque mot. Les Juifs d'Europe ne seront plus seulement persécutés, ils seront exterminés. Dès lors, les trains convergent vers l'Est. Auschwitz, Treblinka, Sobibor deviennent des machines de mort. La Shoah entre dans son paroxysme. Au même moment, Hitler cherche une nouvelle victoire. Son regard se tourne vers le pétrole du Caucase. L'ordre est donné d'avancer jusqu'à la Volga. La cible s'appelle Stalingrad. L'été 1942 est un succès. Les panzers franchissent le Don. Ils atteignent les faubourgs de la ville. Mais Hitler s'entête. Stalingrad doit tomber, parce qu'elle porte le nom de Staline. La bataille se transforme en duel de prestige. Les rues deviennent des ruines. Chaque maison est un champ de bataille. En novembre, l'armée rouge lance l'opération Uranus. Les forces soviétiques encerclent la 6e armée allemande. Son commandant, le général Paulus, est piégé avec 300 000 hommes. Hitler lui ordonne de tenir, coûte que coûte. Il promet un ravitaillement par les airs, mais le pont aérien est dérisoire. Les soldats meurent de faim, de froid. Le 31 janvier 1943, Paulus capitule. La veille, Hitler l'avait promu maréchal.
espérant qu'il se suiciderait plutôt que de se rendre. Mais Paulus choisit la reddition. C'est la première fois qu'une armée allemande entière dépose les armes. La défaite est totale. Au même moment, en Afrique du Nord, Rommel recule face aux Britanniques et aux Américains. Les Alliés reprennent l'initiative. Pour Hitler, c'est un tournant. Le Reich n'est plus invincible. Ses rêves d'empire se brisent sur les ruines de Stalingrad. Les plages de Normandie s'embrasent, des milliers de navires, la plus grande armada de l'histoire, des avions par centaines, des parachutistes tombent derrière les lignes ennemies. Sous le feu allemand, les Alliés s'accrochent au sable, maison après maison. En quelques jours, une tête de pont est ouverte. La France redevient un champ de bataille. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres, Hitler dort encore. Dans son refuge des Alpes bavaroises, ses généraux n'osent pas le réveiller. Sans son ordre, les divisions blindées restent immobiles. Les heures perdues jouent contre le Reich. À l'Est, l'armée rouge déclenche une offensive d'une ampleur jamais vue. L'opération Bagration s'abat comme une tempête et pulvérise le front allemand. Les divisions de la Wehrmacht sont encerclées, anéanties. En quelques semaines seulement, l'équilibre du front bascule. En un été, l'armée allemande perd des centaines de milliers d'hommes. Ses chars sont réduits en cendres, ses lignes brisées, ses généraux capturés. La retraite se transforme en débâcle. Minsk, Vilnius, Varsovie tombent les unes après les autres. Les soviétiques progressent sans relâche, franchissant fleuves et ruines. Chaque ville reprise marque l'effondrement d'un Reich à bout de souffle. Et derrière les barbelés, une autre vérité éclate au grand jour. En juillet, le camp de Majdanek est découvert. Quelques mois plus tard, Auschwitz. Le monde découvre l'horreur des chambres à gaz, des fours crématoires et des millions de vies brisées à jamais. À Berlin, Hitler s'accroche à ses illusions. Il croit encore aux armes miracles, aux divisions imaginaires, aux retournements impossibles. Il dicte des ordres irréalisables et envoie ses soldats à la mort. Dans une clairière de Prusse orientale, au quartier général de Rastenburg, une bombe explose sous la table de conférence. L'onde de choc déchire la salle, des officiers sont tués, d'autres gravement blessés. Mais Hitler en réchappe presque indemne. L'attentat, organisé par Klaus von Stauffenberg, échoue. Le rêve d'abattre le dictateur s'éteint en quelques heures. La répression est implacable. Les conjurés sont traqués, arrêtés, pendus comme des traîtres, filmés dans leur agonie pour servir d'exemple. Même Rommel, auréolé du prestige de l'Africa Korps, compromis par l'ombre du complot, est acculé au suicide. La Gestapo étend sa toile jusque dans la Wehrmacht, des milliers d'officiers sont arrêtés. La terreur s'installe au cœur même de l'armée. Plus personne n'est intouchable. Le Reich s'effondre. À l'ouest, les Alliés progressent inexorablement. Août 1944, Paris se soulève. La résistance érige des barricades, affronte les derniers détachements allemands. Les combats éclatent dans les rues. La capitale devient un champ de bataille. Le 25 août, les blindés de la 2e division du général Leclerc entrent dans la ville insurgée. Les cloches de Notre-Dame résonnent à toute volée. La foule acclame la liberté retrouvée. Paris renaît. Bientôt, les Alliés franchissent le Rhin. Ils traversent les plaines de la Ruhr et percent le cœur de l'Allemagne. Les villes tombent les unes après les autres, écrasées sous les bombes. À l'est, l'armée rouge avance sans relâche. Après avoir balayé la Pologne, elle franchit la Vistule, puis l'Oder. Ses chars ne sont plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de Berlin. Le Reich n'a plus de profondeur stratégique. Il est pris en étau, étranglé par deux fronts qui progressent inexorablement. En avril 1945, l'étau se referme sur la capitale. Berlin est encerclé, pilonné sans répit par l'artillerie soviétique. Chaque jour, des milliers de tonnes de bombes s'abattent sur la ville. Le cœur du Reich bat désormais au rythme des explosions. Dans les rues, la guerre devient apocalyptique. Les soviétiques avancent maison après maison. Chaque carrefour se transforme en champ de bataille. Des enfants de la Hitlerjugend
armé de Panzerfaust, se jette contre les chars. La ville n'est plus qu'un tombeau à ciel ouvert. Sous les ruines, dans le bunker de la chancellerie, Hitler vit ses derniers jours. Vieilli, tremblant, coupé du monde réel, il accuse ses généraux de trahison. Il dicte des ordres à des armées fantômes. Il maudit le peuple allemand qu'il condamne à périr avec lui. Autour de lui, ses fidèles sombrent dans le même délire. Goebbels et son épouse empoisonnent leurs 6 enfants avant de se suicider. D'autres dignitaires tentent de fuir ou de négocier. L'édifice nazi se fissure jusque dans son cœur. Le 29 avril, Hitler épouse Eva Braun. Le lendemain, le couple se donne la mort. Leurs corps sont brûlés dans les jardins de la chancellerie, alors que les canons soviétiques grondent déjà à quelques centaines de mètres. 2 jours plus tard, les soldats soviétiques hissent le drapeau rouge sur le Reichstag, symbole éclatant de la chute du Troisième Reich. Un monde s'achève dans les flammes et les ruines. Le Reich millénaire s'est effondré en 12 ans. L'homme qui voulait dominer le monde a fini enfermé dans un bunker détruit par sa propre folie. Hitler croyait incarner l'histoire, mais derrière le mythe, il n'y avait qu'un homme, obsédé par la haine, prêt à réduire en cendres tout ce qu'il ne pouvait posséder. Son héritage n'est ni gloire ni grandeur, seulement des ruines, des millions de morts, un génocide sans précédent. Son Reich n'a pas bâti l'avenir. Il a laissé une cicatrice, et son destin rappelle une vérité terrible. Quand la haine devient pouvoir, elle ne laisse derrière elle que la nuit et les cendres.